Bonjour et bienvenue sur Mathésis. Aujourd'hui nous abordons le monde fascinant des ordinaux. Les nombres entiers naturels ont deux visages. D'un côté, ils peuvent être vus comme des séquences ou des énumérations, ce qu'on appelle les nombres ordinaux. De l'autre, ils sont perçus comme des quantités, ce qui nous mène aux nombres cardinaux. Bien que cette distinction ne soit pas toujours primordiale dans l'arithmétique classique, elle prend une importance cruciale lorsqu'on aborde les ensembles infinis. Car, étonnamment, avec l'infini, une même quantité peut donner naissance à différents comptages. Pour une exploration rigoureuse du monde des nombres infinis, il devient donc impératif de séparer la discussion entre ordinaux et cardinaux. Dans cette vidéo, nous plongerons d'abord dans l'univers fascinant des ordinaux qui ont leur propre intérêt et sont la base sur laquelle repose la définition des nombres cardinaux. Ordinaux et cardinaux, deux aspects distincts du nombre. Distinguer entre l'ordre et la quantité. Il existe deux manières bien différentes de considérer les nombres entiers naturels. Ils servent soit à énumérer les objets d'un ensemble fini, on insiste alors plutôt sur l'ordre dans lequel ils sont rangés, soit à compter la quantité d'objets d'un tel ensemble. On insiste alors plutôt sur la puissance numérique qu'ils représentent. Dans le premier cas, on parle de nombre ordinal, dans le second cas de nombre cardinal. Dans les signes du langage naturel, les deux notions sont bien différenciées. On parle d'adjectif numéral ordinal, premier, deuxième, troisième, ou d'adjectif numéral cardinal, 1, 2, 3. Mais en mathématiques, où l'on s'intéresse d'abord à la réalité du nombre plutôt qu'aux signes qui la décrivent, les deux notions se confondent en ce qui concerne les nombres finis, c'est-à-dire les nombres entiers naturels. Cela provient de ce que, quel que soit l'ordre dans lequel on compte les objets d'un ensemble fini, on obtient le même résultat. Deux types de nombres pour l'infini. Cependant, l'ordre associé à une certaine énumération contient une information supplémentaire à la quantité d'objets, puisqu'on peut précisément, en général, ranger les éléments d'un même ensemble fini dans des ordres différents. Or, cette possibilité de compter ou d'énumérer les ensembles finis s'étend naturellement à tous les ensembles, et donc aux ensembles infinis, grâce à l'axiome du choix de la théorie des ensembles. Mais lorsqu'on énumère un ensemble infini, on peut aboutir à des résultats différents. C'est pourquoi il faut distinguer parmi les nombres infinis, qu'on dit aussi transfinis, les nombres ordinaux et les nombres cardinaux, les seconds étant des cas bien particuliers des premiers. Nous abordons ici la notion de nombre ordinal, fini ou infini, telle qu'on la conçoit dans la théorie des ensembles, et ceci sans logique formelle, mais grâce à la théorie des classes, que nous avons déjà abordée avec le paradoxe de Russell. Ensemble bien ordonné. Ordre linéaire. Que signifie qu'on peut énumérer des ensembles infinis ? La notion d'ordinal permet elle-même de préciser ce qu'on entend par là, mais à l'origine, dans les travaux de Cantor, il s'agit d'ordonner les éléments d'un ensemble, fini ou infini, d'une certaine manière, assurant qu'on dispose toujours d'un plus petit élément et qu'on peut toujours comparer les énumérations. Rappelons qu'un ordre linéaire sur un ensemble E est une relation binaire qu'on note souvent comme l'ordre strict naturel et qui possède les propriétés usuelles suivantes. Premièrement, pour aucun élément x de E, on ne peut avoir x strictement inférieur à x, ce qu'on appelle l'anti-réflexivité. Deuxièmement, si x, y, z sont trois éléments de E, tels que x est inférieur strict à y et y inférieur strict à x, alors x est inférieur strict à z, ce qu'on appelle la transitivité. Troisièmement, si x et y sont deux éléments de E, on a soit x inférieur strict à y, soit x égale y, soit x supérieur strict à y. On dit qu'on a affaire à un ordre total. Par exemple, l'ordre strict naturel sur l'ensemble grand N des entiers naturels, ou sur l'ensemble R des nombres réels, sont des ordres linéaires. Bons ordres. Il existe toutefois une différence fondamentale entre les ordres linéaires sur grand N et sur grand R. Dans le premier cas, on a un plus petit élément, ce qui est aussi le cas de toute partie non vide de grand N, ce qu'on peut démontrer à partir des axiomes de Peano. Dans le cas de grand R, cette propriété est prise en défaut. Par exemple, l'ensemble R plus étoile des réels strictement positifs ne possède pas de plus petit élément. Or, cette propriété distinctive de grand N est aussi vérifiée pour ses segments initiaux,
c'est-à-dire les sous-ensembles de la forme 0n, fermés en 0 ouvert en n, qui sont l'ensemble des entiers naturels i, strictement inférieurs à petit n, pour n un entier naturel donné. Étant entendu que pour n égale 0, le segment initial 0, 0 est l'ensemble vide. C'est ce concept qui sert de modèle pour la notion d'énumération. Définition: un bon ordre sur un ensemble E est une relation d'ordre linéaire sur E, telle que toute partie non vide de E possède un plus petit élément pour cette relation. Ainsi, dans l'ancienne théorie des ensembles, une énumération d'un ensemble E quelconque, fini ou infini, consiste en une façon d'ordonner ces éléments en un bon ordre. Par exemple, sur le produit cartésien n carré égale n croix n, on définit un bon ordre en ordonnant les couples nm d'entiers naturels selon l'ordre dit lexicographique, c'est-à-dire l'ordre du dictionnaire. On dit que nm est strictement inférieur à n'm' si n est inférieur strictement à n', ou bien si n égale n' et m est inférieur strictement à m'. De cette manière, toute partie non vide S de n carré possède un plus petit élément. Il suffit pour le trouver de choisir le plus petit entier n figurant comme première composante d'un couple de la forme nm dans S, puis de choisir le plus petit entier m figurant comme deuxième composante dans un tel couple pour ce choix de petit n. Dans l'ordre lexicographique, les couples d'entiers naturels sont donc ordonnés comme suit. Sur la figure suivante, nous avons représenté l'ordre lexicographique sur n croix n. La première coordonnée est prioritaire sur la seconde, donc on parcourt entièrement chaque colonne dans l'ordre avant de passer à la suivante. Par exemple, le couple 2-3 est strictement inférieur au couple 5-2, puisque 2 est inférieur strictement à 5. L'existence d'une énumération. Une telle énumération est-elle toujours possible? Il s'agit d'un théorème de la théorie des ensembles, qui est en fait équivalent à l'axiome du choix. Théorème: sur tout ensemble E, il existe une relation de bon ordre. Autrement dit, il est toujours possible de ranger les éléments d'un ensemble quelconque sous la forme d'une énumération. Les segments initiaux 0n de grand N sont naturellement rangés par l'ordre strict, même l'ensemble vide, ce dont il faut se convaincre à partir de la définition d'un bon ordre. Mais l'ensemble grand N lui-même aussi est ainsi rangé. Or, si on considère chaque ensemble 0n comme une version ordinale du nombre n, il contient bien n éléments. Par analogie, l'ensemble grand N est formé de tous les nombres ordinaux strictement inférieurs à l'infini, entre guillemets. En d'autres termes, l'ensemble grand N lui-même apparaît comme une sorte de nombre ordinal infini, ce à quoi nous allons donner un sens précis et rigoureux. Ordinaux de von Neumann. Les ordinaux comme type de bons ordres. De la même manière que deux ensembles ont le même nombre d'éléments lorsqu'il existe une bijection entre eux, et que ce nombre d'éléments est ce qu'on appelle leur cardinal, deux ensembles bien ordonnés E1 et E2 auront le même type d'ordre lorsqu'il existera une bijection strictement croissante entre E1 et E2, c'est-à-dire une bijection entre eux telle que pour tous xy dans E1, on est x inférieur strictement à y, si et seulement si f de x est strictement inférieur à f de y. Deux ensembles bien ordonnés, ayant le même type d'ordre, sont en effet indiscernables et devraient être identifiés, c'est-à-dire correspondre au même nombre ordinal. La définition initiale d'un ordinal, c'est donc celle d'un type de bon ordre au sens suivant. Définition: un nombre ordinal est une classe O non vide d'ensembles bien ordonnés, ayant tous le même type d'ordre, et tel que tout ensemble bien ordonné ayant le même type d'ordre qu'un élément de O est déjà dans O. Autrement dit, l'idée originale de Cantor était de définir un ordinal comme type de bon ordre, par le truchement de la classe de tous les bons ordres qui peuvent le représenter, et ceci indépendamment de la représentation choisie. Par exemple, comme dans l'exemple 1, on peut ordonner les éléments de l'ensemble n croix 0,1 de manière lexicographique, en décrétant que 0 est inférieur strictement à 1 sur la deuxième composante. Cela signifie que les couples sont rangés comme suit: 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 2, 0, 2, 1, etc. Et on montre facilement que c'est le même type d'ordre que l'ordre linéaire naturel sur n. Ils définissent donc tous deux le même ordinal, mais on peut définir un bon ordre sur n croix 0,1 différent
en décrétant que viennent en premier tous les couples de la forme n0, puis seulement ensuite tous ceux de la forme n1, c'est-à-dire 0, 0, 1, 0, 2, 0, etc., n0, jusqu'à 0, 1, 1, 1, 2, 1, etc., n1, etc. Le bon ordre obtenu équivaut alors à 2 copies de grand N mises bout à bout. Dans ce cas, tout élément de la forme n0 est strictement inférieur à l'élément 0,1 qui apparaît alors comme un élément infini. Ce phénomène n'apparaît pas avec les entiers bien sûr, donc ce type d'ordre n'est pas celui de grand N et définit un autre nombre ordinal. Sur la figure suivante, nous avons représenté l'ordre lexicographique sur l'ensemble n croix 0,1. Le deuxième ensemble est fini, donc l'ordre est équivalent au bon ordre naturel sur l'ensemble grand N, même si la première composante reste prioritaire sur la seconde. Par exemple, le couple 2,1 est strictement inférieur au couple 3,0. Les ordinaux de von Neumann. Cette manière de procéder par relation d'équivalence convient bien aussi à la définition du nombre cardinal. C'est celle qu'adopte essentiellement Gottlob Frege dans ses fondements de l'arithmétique. Mais elle ne nous donne pas un ordinal comme un nombre, au sens d'un objet mathématique manipulable comme tel. On doit à John von Neumann une description des nombres ordinaux non comme classe de type de bons ordres, mais comme certains bons ordres très particuliers qui représentent chacune d'entre elles, et peuvent donc les remplacer utilement pour les manipuler, et notamment calculer avec eux. On appelle ainsi ordinaux de von Neumann certains ensembles qui servent de généralisation ordinale aux entiers naturels dans la théorie des ensembles, et servent à compter de manière standard tous les ensembles finis ou infinis. Puisqu'ils servent à représenter les ordinaux en théorie axiomatique des ensembles, ils tendent à remplacer les ordinaux cantoriens et à être appelés simplement ordinaux. Les entiers naturels comme ordinaux. Cette description des ordinaux comme ensemble repose sur une idée formidable dans sa simplicité et qui consiste essentiellement en deux choses. Premièrement, s'inspirer de l'interprétation ordinale, déjà évoquée ici, de chaque entier naturel n comme l'ensemble des entiers naturels i strictement inférieur à n, c'est-à-dire le segment initial 0n. Deuxièmement, généraliser l'intuition que l'ensemble grand N lui-même est une sorte de nombre ordinal infini, composé de tous ceux qui lui sont strictement inférieurs, et obtenu comme limite par leur réunion ensembliste. Ainsi, le premier nombre ordinal doit être celui qui représente l'entier 0, c'est-à-dire l'ensemble vide. Or, si on a représenté 0 comme l'ensemble vide, il faut désormais représenter 1 non plus comme le segment initial 0,1, c'est-à-dire l'ensemble qui contient 0, mais comme l'ensemble qui contient l'ensemble vide, qu'on doit distinguer bien sûr du précédent puisqu'il contient un élément. On continue avec 2, qui est maintenant l'ensemble dont les seuls éléments sont le vide et l'ensemble qui contient l'ensemble vide, et on procède ainsi pour chaque entier naturel n, qui se trouve alors représenté comme l'ensemble n gras des ordinaux qui lui sont strictement inférieurs, et on passe de la représentation de n à celle de n plus 1 par l'opération appelée successeur, définie pour les ordinaux comme n plus 1 égale n réunion l'ensemble dont le seul élément est n. Ainsi, à partir de l'ensemble vide et d'opérations ensemblistes élémentaires, ici la paire et la réunion, on peut générer une représentation de tous les entiers naturels. Les ordinaux comme ensemble. De cette manière, on peut représenter l'ensemble grand N comme la classe, en fait l'ensemble si on admet l'existence de grand N, noté oméga, dernière lettre de l'alphabet grec, des représentations n gras des entiers naturels n, et il apparaît que pour tout entier n gras est l'ensemble des i gras pour i strictement inférieur à n. Mais oméga, ainsi défini, possède une propriété étrange. Il est aussi bien la réunion des ensembles n gras que l'ensemble de tous ces ensembles. Les ensembles de la forme n gras ainsi que oméga ont cette propriété contre-intuitive, mais ubiquitaire en théorie des ensembles, que chacun de leurs éléments en est aussi un sous-ensemble, et on dit qu'ils sont transitifs. Cette transitivité est en fait celle de la relation d'appartenance entre ensembles, et qui est devenue elle-même la représentation de la relation naturelle de bon ordre strict entre les entiers naturels. Au prix d'une construction d'un formalisme extrême, on aboutit ainsi à la définition rigoureuse des ordinaux de von Neumann. Définition. Un ordinal est un ensemble transitif O, pour lequel la relation d'appartenance entre éléments est un bon ordre. Avec cette notion d'ordinal, nous avons finalement un objet mathématique propre comme ensemble véritable, susceptible de manipulation dans la théorie des ensembles,
et qui permet de compter les éléments de tout ensemble, fini ou infini. On démontre en effet que chaque classe de type de bons ordres, chaque ordinal au sens de Cantor, contient alors un et un seul ordinal au sens de von Neumann, qui le représente. Mais il est toujours possible d'obtenir des résultats différents, selon la manière dont on énumère les ensembles infinis. Notons que tous les éléments d'un ordinal sont eux-mêmes des ordinaux, ce qui découle directement de la définition. Le paradoxe de Burali-Forti. Les trois types d'ordinaux. Le paradoxe de Burali-Forti est analogue au paradoxe de Russell. Il ne peut exister d'ensemble de tous les ordinaux, autrement dit la classe des ordinaux est une classe propre, c'est-à-dire une classe qui n'est élément d'aucune autre classe. Ce paradoxe se démontre de manière simple lorsqu'on adopte la présentation précédente. Un ordinal sera donc pour nous, à partir de maintenant, un ordinal de von Neumann. On note en général les ordinaux avec des lettres grecques minuscules du début de l'alphabet, alpha, bêta, gamma, etc. La dernière lettre oméga étant réservée pour décrire le nombre ordinal de l'ensemble n avec son ordre strict naturel et d'autres ordinaux infinis. Pour démontrer le paradoxe, il est nécessaire d'avoir quelques connaissances supplémentaires sur les ordinaux, et essentiellement qu'ils sont de trois types différents. Rappelons que le successeur d'un ordinal alpha, déjà utilisé pour générer les représentations des entiers naturels, est l'ensemble noté alpha plus 1, qui est la réunion de alpha et du singleton alpha. Il faut se convaincre qu'il s'agit bien d'un ordinal. Rappelons également que si E est un ensemble, dont tous les éléments sont eux-mêmes des ensembles, alors la réunion de E est l'ensemble noté réunion E de tous les objets X qui sont éléments d'un élément de E. Si E est un ensemble d'ordinaux, la limite de E est alors par définition sa réunion, et on vérifie facilement aussi qu'il s'agit d'un ordinal. La trichotomie des ordinaux s'énonce alors comme suit. Proposition. Si alpha est un ordinal, alors un et un seul des trois cas suivants est vérifié. Premièrement, alpha égale 0 est l'ensemble vide. Deuxièmement, alpha est un ordinal successeur. Autrement dit, alpha est de la forme bêta plus 1 pour un ordinal bêta. Troisièmement, alpha est un ordinal limite non nul. Autrement dit, alpha est non nul, et alpha est la réunion de ces éléments, qui en sont aussi des parties. Remarquons qu'il n'y a que deux types fondamentaux d'ordinaux, successeur ou limite, puisque l'ordinal nul, qui est l'ensemble vide, est la réunion de l'ensemble vide, qui est un ensemble d'ordinaux, ou même encore de l'ensemble dont le seul élément est l'ensemble vide, c'est-à-dire celui que nous avons appelé 1. La classe de tous les ordinaux. Considérons maintenant la classe notée ordre de tous les ordinaux, qu'il est licite de former puisque les ordinaux de von Neumann sont désormais des ensembles. Par définition des ordinaux, la méta-relation d'appartenance entre ensembles induit sur la classe ordre elle-même une relation d'ordre strict, qui est en fait un bon ordre au sens des classes. Pour cette relation, tout ordinal est toujours l'ensemble des ordinaux qui lui sont strictement inférieurs, et la question suivante se pose alors naturellement. Est-ce que la classe ordre est un ordinal ? Ce ne peut être le cas sans quoi elle serait un élément d'elle-même, mais tout ce qui lui manque, c'est d'être un ensemble, et c'est le contenu du paradoxe de Burali-Forti, qui s'énonce ici comme suit. Théorème. La classe ordre de tous les ordinaux est une classe propre. Expliquons ce paradoxe à travers sa démonstration. On raisonne par l'absurde en supposant que ordre est un ensemble, et on va alors montrer qu'il s'agit d'un ordinal. En ce cas, un élément de ordre est un ordinal alpha, et un élément de alpha étant lui-même un ordinal, c'est aussi un élément de ordre qui se trouve donc être un ensemble transitif. Soit alors S un sous-ensemble non vide de ordre. C'est un ensemble d'ordinaux qui sont tous contenus dans leur réunion, elle-même un ordinal limite. Il existe donc dans S un plus petit élément, qu'on peut choisir dans le successeur de la réunion de S. Par conséquent, l'ensemble ordre lui-même est par définition un ordinal, et doit donc appartenir à lui-même. Cette propriété est exclue de la théorie des ensembles, par exemple par l'axiome de fondation, si bien que par reductio ad absurdum, la classe ordre de tous les ordinaux n'est pas un ensemble. En somme, la classe ordre de tous les ordinaux possède toutes les propriétés d'un ordinal de von Neumann, sauf celle d'être un ensemble. Il s'agit en quelque sorte d'un méta-ordinal, analogue absolu de l'ensemble oméga des ordinaux finis. L'axiome de l'infini est l'arithmétique de Peano. Les ordinaux finis, c'est-à-dire les ordinaux qui sont finis en tant qu'ensemble,
forment en effet une classe qu'on note oméga. Il faut se convaincre qu'il s'agit de l'ensemble des représentations n gras des entiers naturels n introduites précédemment. Contrairement à la classe propre ordre, la classe oméga est un ensemble à cause de l'axiome de l'infini de la théorie des ensembles, lequel énonce qu'il existe un ensemble infini. Inversement, l'axiome de l'infini se déduit de ce que la classe oméga des ordinaux finis est un ensemble, si bien que les deux propriétés sont équivalentes, dans la théorie des ensembles moins l'axiome de l'infini, au point où elles sont identifiées en théorie axiomatique des ensembles. En effet, la fonction successeur qui associe à tout ordinal alpha l'ordinal alpha plus 1 agit sur les ordinaux finis de la même manière et les propriétés élémentaires des ordinaux assurent que les trois axiomes suivants sont vérifiés. Premièrement, 0 n'est le successeur d'aucun ordinal fini. Deuxièmement, si deux ordinaux finis ont le même successeur, alors ils sont égaux. Troisièmement, si E est une classe non vide d'ordinaux finis, qui contient 0 et qui contient n plus 1 dès qu'elle contient n, alors E est la classe oméga. On reconnaît dans cet axiome une version de l'arithmétique de Peano qui sert à axiomatiser l'arithmétique naturelle et toute la mathématique classique à partir de la théorie des ensembles, ce qui est proprement miraculeux. Si donc la classe oméga est un ensemble, l'arithmétique de Peano possède une réalisation, ce qu'on appelle un modèle, qui est par définition un ensemble infini. Et inversement, s'il existe un ensemble infini E dans le méta-univers, on démontre alors qu'il existe une fonction injective de oméga dans E, et donc que oméga est un ensemble. En somme, on peut asseoir la théorie des nombres sur celle des ensembles et reconstruire toute la mathématique en admettant l'existence de l'infini, ce qui se traduit par l'équivalence suivante. Théorème, les propriétés suivantes sont équivalentes. Premièrement, il existe un ensemble infini. Deuxièmement, la classe oméga des ordinaux finis est un ensemble. Troisièmement, l'arithmétique de Peano possède une réalisation. Notons toutefois que l'on démontre simplement, et sans axiome de l'infini, que la classe oméga, et donc aussi la classe ordre, est infinie. Mais la mathématique commence lorsqu'une classe infinie peut être manipulée comme un objet, c'est-à-dire un ensemble. C'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications. Et s'il vous plaît, de laisser un vote positif si vous avez appris quelque chose. N'hésitez pas non plus à commenter cette vidéo. Vous trouverez dans la description un lien vers Mathésis, mon école de mathématiques en ligne, où vous trouverez différentes ressources comme des livres électroniques ou une encyclopédie mathématique en ligne, ainsi qu'un blog, La Règle et le Compas, qui vous présente une approche philosophique de la science mathématique. À bientôt sur Mathésis.